Après 20 jours de grève et l'annonce d'une fin de saison prématurée, le Massif et ses employés sont parvenus à une entente pour permettre à tout le monde de retourner au travail et assurer la reprise des activités pour la saison en cours. Réunis à Maison-Mère, les employés syndiqués affiliés à la CSN ont adopté à 91 % une entente leur offrant une augmentation de 19 % sur 5 ans, ainsi qu'une protection quant à l'inflation. Êtes-vous content, oui? Oui. Très bon deal. Oui. Globalement, c'est très bon. Excellent. Le syndicat se dit très satisfait des gains obtenus et assure que le conflit ne laissera pas de marque quant aux relations entre l'employeur et ses employés. Dans toute négociation, il y a des gains. OK, la négociation est quand même difficile et longue, on ne se le cachera pas. Mais on a des gains, on est content. Là, on a quand même réussi à incorporer là, la protection de l'IPC sur les 3 dernières années de la Convention. C'est vraiment un énorme gain. Là. On a quitté en bon terme les négociations. Moi, les relations de travail étaient excellentes avant, puis je vois pas pourquoi les relations de travail seraient différentes. Là. Le contexte négo est le contexte de négo, puis le contexte relation de travail demeure relation de travail. Donc, ça ne laissera pas de traces, là. Ouais, j'espère vraiment que ça n'en laissera pas. Là. En tout cas, de mon côté, je veux pas qu'il y en ait, là, parce que j'ai encore à travailler avec les mêmes personnes qui étaient en face de moi en table de négociation. L'entente entre les deux parties permet également de renverser la décision de l'employeur de fermer la montagne. Une décision prise suite au refus par la partie syndicale de l'offre du 19 janvier. L'employeur jugeait alors qu'il était impossible pour lui de garantir la qualité d'enneigement suffisante pour maintenir les activités sur la montagne. Cette décision avait créé une réelle onde de choc dans la région. Quel est jusqu'à présent l'impact de la grève au Massif? Énorme, incommensurable. Vous avez perdu quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? 85 %. Et ça, depuis le début de la grève? Non, pas depuis le début de la grève, parce qu'à un moment donné, on y croyait plus ou moins qu'une station telle que le Massif, une macro-station ferme. On a dit, bon, les gens, ils ont des raisons pour faire ce qu'ils font en ce jour. Puis on s'est dit, ben non, ils vont s'entendre. Mais finalement, quand le coup près est tombé hier soir, ben là, il y a un malaise qui s'est installé. Puis ce malaise-là, il est encore là aujourd'hui. Comment le décririez-vous, ce malaise? Bien, par l'absence de clients, par l'absence de tourisme, par l'absence de la montagne. Je suis à flanc de montagne, moi, du Massif. C'est mon partenaire d'affaires. Les employés qui font du piquetage sur la 138, c'est mes clients, c'est des amis. Alors, je suis comme il y a un ramassis d'émotions aujourd'hui qui est un peu indescriptible. Depuis l'annonce pour le closure complet pour la saison, on commence à recevoir beaucoup l'annulation. Jusqu'à ce moment, je fais un compte, on a, je pense, 10 annulations à lieu de ça, mais chaque journée, on continue de recevoir l'annulation. Mais maintenant, c'est beaucoup les Ontarians qui commencent pour annuler leur trip parce que ça prend plus la planification pour venir ici. Mais avec le Québécois, on est correct avec l'annulation, mais le monde qui vient à l'extérieur commence pour annuler. Malgré les craintes et les répercussions bien réelles, la fermeture annoncée de la montagne fut l'occasion pour certains de relativiser la place du Massif comme seule destination touristique de la région. C'est certain qu'on a été secoués. C'est un scénario, évidemment, qu'on entendait déjà parler depuis quelques jours, mais qu'on redoutait. On avait vraiment espoir là, que les deux parties puissent arriver à une entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bien évidemment, notre rôle, c'est de se retrousser les manches. On a quand même plus de 500 entreprises dans Charlevoix, une tradition hospitalière qui remonte à 200 ans, une autre station de ski, 2 parcs nationaux, plein d'autres produits. Donc vraiment, ce qu'on va essayer là, à l'approche des semaines de relâche, c'est vraiment d'envoyer un message positif aux visiteurs pour leur dire de ne pas annuler leur réservation puis de découvrir peut-être Charlevoix autrement. Est-ce que la fermeture du Massif a un impact réel sur l'économie locale ici à Petite-Rivière et même régionale? Définitivement. Mais oui.
C'est sûr, il n'y a personne qui va dire, il n'y a personne qui célèbre la fermeture de la saison au Massif aujourd'hui, mais est-ce que Charlevoix, c'est uniquement le ski au Massif de Charlevoix? Il y a une offre extrêmement diversifiée, puis il faut que nous, le message qu'on envoie à la population générale, c'est venez, puis non seulement venez, mais venez encore plus. On a énormément de choses à proposer dans la région. On a des entrepreneurs authentiques qui ont un enracinement local partout sur le territoire. Je veux dire, on a une offre extrêmement diversifiée, des alpagas au ski de fond en haut ici chez nos voisins du Sentier des Caps, le nombre de kilomètres de sentiers pédestres gratuits. Ce qui a fait la réputation avec le temps de Charlevoix, là, ça date pas d'il y a 20 ans, là, la destination touristique de Charlevoix. Là, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Je veux dire, l'ancrage de Charlevoix, sa réputation est faite par ses paysages, par les gens qui l'habitent, par l'accueil qu'on a, par l'offre touristique qui est diversifiée déjà sur le territoire, par le territoire qu'on a à offrir aussi aux gens. Alors moi, ce que j'envoie, puis ce que je souhaite, puis nous, ce qu'on souhaite envoyer comme message, c'est juste, la région n'est pas fermée, là, elle est bien vivante, puis elle continue de vivre. Malgré une réouverture du massif le 24 janvier, des cicatrices restent de ce conflit, notamment du côté de la relation avec les élus locaux. Bien, écoutez, c'est tout le temps la même affaire. Les politiciens prennent toujours la part des employeurs au lieu de prendre la part des travailleuses et des travailleurs. Ces gens-là, maintenant, là, c'est eux autres qui vont dépenser sur la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'ils ont un meilleur salaire, ils vont être capables de dépenser plus. Donc, à un moment donné, c'est triste, mais c'est souvent la même rhétorique. Mais ces gens-là avaient besoin de bonnes conditions de travail. Ils vont rentrer la tête haute, ils vont être contents, ils vont pouvoir dépenser, ils vont pouvoir travailler et donner des services. Puis en même temps, moi, j'ai 60 ans. Ça fait longtemps que je viens dans la région, l'été, l'hiver. Et oui, le massif, c'est un fleuron de la région. Mais il n'y a pas juste le massif dans Charlevoix. Il y a d'autres activités à faire. Donc, le monde, c'est pas vrai que le massif vient scraper une région complète non plus, là. Soulignons que l'annonce de la fermeture du massif avait amené certains élus à prendre vivement position pour une entente rapide entre les deux parties, déplorant du même chef les refus de la partie syndicale. C'est toute la région présentement qui est hypothéquée par rapport à la situation actuelle, là. Avez-vous l'impression qu'il y a comme une bombe qui a explosé, là, puis que là, tout le monde est en train de voir les conséquences? Je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne voyaient pas la conséquence, l'ampleur du massif, là. C'est pas juste le massif, là. C'était Charlevoix en totalité qui a été pris en otage, là. Bien, écoutez, mon message était clair. Ne prenez pas les citoyens de Charlevoix et l'industrie touristique de Charlevoix en otage. On sait à quel point on a mis de l'effort au cours des dernières années pour faire de Charlevoix un incontournable en tourisme hivernal. Et là, ça vient un peu contrecarrer tout ce qu'on a fait. Il y a eu une hypothèse de règlement qui avait été présentée au syndicat qui a été refusée. Il y avait également une demande d'arbitrage. Donc, si l'arbitrage avait été accepté, premièrement, on nommait l'arbitre dès le lendemain matin, mais l'arbitrage permettait de continuer les négociations tout en retournant au travail. C'était vraiment ce que l'on souhaitait. Ça a été refusé par le syndicat, quelque chose que l'on déplore parce que là-dedans, tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. On comprend les deux parties, on ne veut pas s'immiscer non plus dans le conflit, mais il faut comprendre que les conséquences dépassent largement les conditions de travail et le conflit en ce moment au massif, mais ça va avoir des répercussions sur plusieurs industries, notamment l'industrie touristique et bien sûr, tout le monde qui y travaille. Le conflit de travail au massif, malgré son heureux dénouement, laisse certainement un brin de rancœur au sein de la partie syndicale. Une rancœur qui ne sera pas oubliée de sitôt. Il faut dire aussi que Mme Bourassa, là, peut-être qu'au lieu de se préoccuper là, des employeurs, aurait pu avoir une préoccupation pour les travailleurs, les travailleuses de la région. Mais à force de mettre de l'eau dans son vin, demander de mettre de l'eau dans son vin, c'est manquer de considération pour les gens qui habitent la région. Parce que les travailleurs, les travailleuses du massif, ce sont des gens qui habitent la région. Mais c'est pas grave, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir dans 8 mois. Parce que les travailleurs, les travailleuses, c'est des citoyens qui vont voter. Les travailleurs syndiqués du massif de Charlevoix disent non à l'offre du conciliateur et l'employeur décide de fermer la montagne pour la saison.
Quels effets aura cette décision sur l'économie régionale? On en parle avec Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment vous réagissez là, à cette nouvelle, cette annonce de la fermeture du massif, un acteur assez important là, pour l'économie régionale? C'est certain qu'on a été secoués. C'est un scénario, évidemment, qu'on entendait déjà parler depuis quelques jours, mais qu'on redoutait. On avait vraiment espoir là, que les deux parties puissent arriver à une entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bien évidemment, notre rôle, c'est de se retrousser les manches. On a quand même plus de 500 entreprises dans Charlevoix, une tradition hospitalière qui remonte à 200 ans, une autre station de ski, 2 parcs nationaux, plein d'autres produits. Donc, vraiment, ce qu'on va essayer là, à l'approche des semaines de relâche, c'est vraiment d'envoyer un message positif aux visiteurs pour leur dire de ne pas annuler leur réservation puis de découvrir peut-être Charlevoix autrement. Mais qu'est-ce que ça représente, le massif, pour l'économie touristique de Charlevoix? Le massif, c'est quand même assez tout d'abord, c'est un site qui est quand même carte postale avec des images là, qui font quand même le tour du monde. Faut se rappeler que c'est quand même un site qui accueille 200 000 jours ski par année. C'est des données de 2023 qui avaient sorti la montagne. C'est quand même très, très, très volumineux. Je pense que la municipalité disait que c'était quand même 99% de leur économie qui était liée au tourisme, la municipalité de Titria-Saint-François. Puis on sait que ça déborde aussi auprès de d'autres municipalités, Baie-Saint-Paul qui en profite quand même bien. Donc, c'est sûr que c'est un attrait qui est quand même majeur. Il y a déjà eu des pertes économiques, si je peux dire, depuis la grève du 2 janvier. Certains disaient avoir perdu des dizaines de réservations qui chiffraient quand même à des dizaines de milliers de dollars en pertes. Là, il faudra voir plus exactement quelle est la suite. Mais je sens quand même une belle mobilisation puis une belle solidarité depuis ce matin pour essayer justement de se retrousser les manches puis essayer de limiter les pertes dans les prochaines semaines. Comme vous l'avez dit là, juste avant, là, le massif, ce n'est pas le seul attrait de la région. On a beaucoup de choses en Charlevoix. Qu'est-ce que votre organisation là, compte faire pour essayer de rediriger la population touristique ailleurs dans Charlevoix? Bien, tout d'abord, on profite justement de cette situation puis l'exposition médiatique que ça amène pour justement essayer de rejoindre le plus de clientèle possible pour envoyer ce message-là. Maintenant, on a eu une rencontre ce matin avec nos équipes, équipe développement, équipe accueil, l'équipe marketing pour justement voir comment repositionner. Puis je pense qu'il y a toutes sortes de petites initiatives qui peuvent être faites, mais quand on les met ensemble, qui peuvent faire une belle différence de justement faire valoir la richesse de l'offre hivernale dans Charlevoix. On est aussi à outiller davantage nos membres pour qu'eux aussi puissent passer ce message-là et tout. Puis évidemment, bien, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on en saura un peu plus sur les besoins, je vais dire, respectifs de chacun des entreprises. Puis on pourra s'adapter étant donné qu'on est une organisation qui est quand même très agile puis très proactive. La députée, Mme Karianne Bourassa, là, a parlé, a évoqué là, une possibilité d'une aide financière pour la région. Est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose de nécessaire? Bien, je pense que c'est justement ça qu'on doit faire dans les prochains jours, c'est en savoir un peu plus sur qu'est-ce que les entreprises ont besoin spécifiquement. Évidemment, là, la nouvelle est fraîche, on n'a pas nécessairement eu l'occasion, mais je pense que c'est important de partir à la base du besoin avant d'être nécessairement tout de suite dans le moyen. Maintenant, pour les aides financières, c'est sûr que nous, on part d'un postulat qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, je pense que ça va certainement être bienvenu. Maintenant, je pense que c'est important de ne pas faire de faux espoirs aux entreprises. Dans les inondations, il y avait eu cette question-là qu'il y avait peut-être des aides financières. Finalement, elles n'ont jamais été au rendez-vous. Donc, il va falloir voir quelle est la suite pour ça. En terminant, M. Dion, vous avez mentionné sur d'autres plateformes, d'autres médias, qu'il allait peut-être avoir là, un enjeu pour la réputation de Charlevoix avec cette situation-là. Vous pensez vraiment que le conflit de travail au massif pourrait entacher la réputation touristique de Charlevoix? Bien, je pense que ça dépend de quelle clientèle on parle. Si on parle, par exemple, des marchés, par exemple, du marché intra-Québec ou même du marché de l'Ontario, des choses comme ça, c'est des marchés qui sont habitués de voyager chez nous, puis on voit année après année dans les sondages que on est une destination chouchou. Donc, de ce côté-là, je ne crois pas qu'il peut nécessairement y avoir d'enjeu au niveau de la réputation. Ceci étant dit, on sait que au niveau du Club Med Québec-Charlevoix, il y a des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. 50% de leur clientèle internationale, c'est des gens notamment qui viennent du Brésil. Donc, quelle sera l'image peut-être un peu plus à l'international? Là, peut-être qu'on pourrait être un petit peu terni. Ceci étant dit, je pense que l'ensemble des acteurs sont vraiment positionnés à essayer de faire valoir toute la richesse de l'offre hivernale,
Puis je me dis qu'il faut le voir aussi comme une opportunité peut-être de faire découvrir la région autrement. Pendant la pandémie, c'était un événement regrettable, mais ça a permis à plus de gens de découvrir le Québec puis notre région. Donc peut-être que ça peut amener d'autres opportunités. On comprend bien. Merci beaucoup, M. Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. Merci beaucoup. Bonne journée. La grève au Massif a des répercussions bien réelles sur le terrain. Pour Lison Harrison, copropriétaire de l'épicerie du village à Petite-Rivière-Saint-François, le choc est important. Elle nous livre un témoignage de la situation dans laquelle elle et ses concitoyens se retrouvent. Quel est jusqu'à présent l'impact de la grève au Massif? Énorme, incommensurable. Vous avez perdu quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? 85 %. Et ça, depuis le début de la grève? Non, pas depuis le début de la grève, parce qu'à un moment donné, on y croyait plus ou moins qu'une station telle que le Massif, une macro-station ferme. On a dit, bon, les gens, ils ont des raisons pour faire ce qu'ils font en ce jour. Puis on s'est dit, ben non, ils vont s'entendre. Mais finalement, quand le coup près est tombé hier soir, ben là, il y a un malaise qui s'est installé. Puis ce malaise-là, il est encore là aujourd'hui. Comment le décririez-vous, ce malaise? Bien, par l'absence de clients, par l'absence de tourisme, par l'absence de la montagne. Je suis à flanc de montagne, moi, du Massif. C'est mon partenaire d'affaires. Les employés qui font du piquetage sur la 138, c'est mes clients, c'est des amis. Alors, je suis comme il y a un ramassis d'émotions aujourd'hui qui est un peu indescriptible. Est-ce que c'est possible pour vous d'envisager l'avenir pour les prochains mois maintenant? Non, impossible. On est trop sous le choc. On est trop, comme je vous dis, c'est rendu que c'est l'émotion qui parle. On a encore beaucoup de mouvements parce qu'on était interrogés par toutes les maisons de diffusion. Donc, ça nous tient comme en haleine. Mais un coup, ça, que ça va être passé, je ne peux pas vous dire comment on va se sentir. Je peux vous dire, par exemple, que ce matin, le café n'avait pas le même goût que les autres matins. Je me suis réveillée en pensant que c'est moi qui ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Que le monde vienne nous voir, que le monde vienne chez nous. On n'est pas une grosse municipalité. Mais moi, c'est mon souhait depuis 6 ans d'avoir tout ce monde-là qui vienne. Il y a encore des personnes qui ne sont jamais venues. Alors, je les réinvite. Comme à chaque fois, à chaque entrevue que je fais, c'est à eux que je pense. Parce que savez-vous pourquoi? Parce qu'on a réouvert pour eux. Je n'ai pas réouvert pour moi. Oui, on avait probablement fait le tour du jardin dans nos emplois respectifs. Mais je me suis dit, on amène un vent de fraîcheur. Alors, moi, si je voulais le tenir là, à haut niveau, ce vent de fraîcheur-là. Parce que sans prétention, je vais vous dire que nous, là, notre force est le service à la clientèle. Que vous soyez de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle région, il y a du monde de partout dans le monde qui sont venus nous rencontrer. Ça, c'est une richesse là, qui n'est pas mesurable. Alors, c'est ça que je veux. Je voudrais que les gens, qu'on les sente nous soutenir dans ça. Pas avoir une épicerie vide comme on a là, où le stationnement est vide. C'est pas pour ça qu'on a mis 6 ans à bâtir ça. Je peux pas croire que ça va rester comme ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La décision de la direction du Massif de Charlevoix de fermer la montagne pour la saison hivernale annonce de bien graves répercussions pour la région. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Karianne Bourassa, est ici pour réagir à cette annonce. Mme Bourassa, bonjour. Bonjour.
Vous avez mentionné par voie de communiqué avoir été en contact à travers les négociations, notamment avec le ministre du Travail, M. Jean Goulet, ainsi que plusieurs acteurs là, impliqués dans les négociations. Face au déroulement de tout ça, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Bien, écoutez, mon message était clair. Ne prenez pas les citoyens de Charlevoix et l'industrie touristique de Charlevoix en otage. On sait à quel point on a mis de l'effort au cours des dernières années pour faire de Charlevoix un incontournable en tourisme hivernal. Et là, ça vient un peu contrecarrer tout ce qu'on a fait parce que la saison était incroyable au début, là, toute cette neige qui est arrivée, les températures. Donc, et avec ce qui s'est passé au Mont-Sainte-Anne, il y a beaucoup de skieurs qui avaient migré vers le massif. Alors, avec cette grève, disons que c'est beaucoup d'angoisse, non seulement pour les gens qui travaillent sur la montagne. On a vu, il y a certaines familles que ce sont les deux parents qui travaillent sur la montagne, donc beaucoup d'incertitudes, mais également pour les commerçants, les hôteliers et je dirais même pour l'industrie culturelle, parce qu'il y a même des musées qui nous ont interpellés, parce que quand les gens vont au massif, vont skier, le soir, ils vont à l'hôtel, ils vont au restaurant, le lendemain, parfois, font une petite visite des galeries d'art ou des attraits touristiques. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème touristique qui pourrait grandement être endommagé et du moins impacté là, par cette décision. Mais justement, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour ces quelques 300 personnes là, dans votre circonscription qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi et qui pourraient même avoir de la difficulté à avoir accès à l'assurance emploi? Oui, bien, c'est sûr que l'assurance emploi, là, ça va être au niveau du fédéral, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce que vous avez fait. D'abord, quand le conflit de travail s'est pointé, il y a un conciliateur qui a été nommé par le ministre du Travail, Jean Boulet. Ce conciliateur-là a été quand même très agressif. Il y a eu plusieurs séances de négociation et il y a eu une hypothèse de règlement qui avait été présentée au syndicat qui a été refusée. Il y avait également une demande d'arbitrage. Donc, si l'arbitrage avait été accepté, premièrement, on nommait l'arbitre dès le lendemain matin, mais l'arbitrage permettait de continuer les négociations tout en retournant au travail. C'était vraiment ce que l'on souhaitait. Ça a été refusé par le syndicat, quelque chose que l'on déplore parce que là-dedans, tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. On comprend les deux parties, on ne veut pas s'immiscer non plus dans le conflit, mais il faut comprendre que les conséquences dépassent largement les conditions de travail et le conflit en ce moment au massif, mais ça va avoir des répercussions sur plusieurs industries, notamment l'industrie touristique et bien sûr, tout le monde qui y travaille. Vous dites que le syndicat doit mettre de l'eau dans son vin. Avez-vous l'impression que du côté de l'employeur, c'est ce qui a été fait? Du côté de l'employeur également, je m'adresse aux deux parties quand je dis ça. Là, certains, l'employeur a avancé des limites au niveau financier. De l'autre côté, il y a les syndicats qui croient que l'employeur est capable d'en faire davantage. Comme je dis, je ne vais pas m'immiscer dans le débat, mais je crois que les deux parties doivent du moins dialoguer de meilleure manière, doivent comprendre aussi ce qu'ils vont faire vivre à la région parce que ça, comme je l'ai mentionné, le conflit de travail dépasse le seul domaine skiable. On parle de toute une région qui va être pénalisée. Charlevoix vit et respire au rythme du tourisme dans notre région, donc ça peut vraiment avoir des conséquences importantes, mais au moment où on se parle, il y a quand même une lueur d'espoir et moi, depuis ce matin, je m'accroche à cette lueur d'espoir puisqu'il y aura, aujourd'hui, le conciliateur a rencontré encore une fois les parties. Il y a eu des discussions et les parties ont accepté de faire une autre séance de négociation. Est-ce que ce sera la négociation de la dernière chance? On espère qu'elle sera prise au sérieux et que là, les gens vont arriver avec un autre état d'esprit, que l'employeur va être prêt à faire des concessions, que les syndicats vont être prêts à mettre de l'eau dans leur vin et qu'ils vont s'entendre. Je l'ai mentionné, là, c'est la population qui est prise en otage et c'est ce que mes citoyens me disent ce matin quand ils m'appellent au bureau, quand ils m'écrivent, ils disent « on se sent impuissant, on se sent pris en otage ». Est-ce que le gouvernement va essayer d'intervenir dans ces négociations avec la reprise potentielle? En fait, c'est déjà ce que l'on fait parce que c'est un conflit de travail privé. Donc, c'est vraiment une entreprise privée. Nous, ce qu'on peut faire, c'est donner du soutien en nommant un conciliateur, ce qui a été fait. Le conciliateur aussi, il vient du cabinet du ministre du Travail. Donc, ce conciliateur-là, aujourd'hui, a fait encore une fois avancer les choses. J'ai parlé souvent avec le ministre Jean Boulet qui me disait justement que l'arbitrage était prêt. Si les deux parties étaient d'accord, on nommait un arbitre en quelques heures à peine. Donc, moi, de mon côté, bien sûr, je parle avec les gens du Massif. J'ai parlé aussi avec des syndiqués. Je me tiens bien sûr très au courant, mais c'est certain que c'est un conflit privé. Donc, le pouvoir du gouvernement est limité. Mais on a le pouvoir de leur dire et le devoir de leur dire « entendez-vous ».
En terminant, Mme Bourassa, si les négociations venaient à ne pas aboutir comme on le souhaite, il y a été mention d'une aide financière potentielle pour la région. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? En fait, ce que je disais, c'est que j'avais reçu des demandes, donc autant de la part de certains restaurateurs qui sont inquiets, de la part de l'hôtellerie, de la part aussi de ceux qui ont des billets. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui disaient, est-ce qu'il va y avoir des aides financières? Ce qu'on a dit, c'est qu'on reçoit les demandes, on va tout analyser. On croit encore qu'un règlement est possible et c'est en ça qu'on croit pour pouvoir faire en sorte que toute la région en ressorte gagnante. Mais bien sûr, on reçoit beaucoup de messages des gens qui sont inquiets, qui veulent savoir ça va être quoi les prochaines étapes et on est en train d'étudier ça. Madame Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Madame Bourassa. Merci, au revoir. La Chambre de commerce de Charlevoix poursuit son processus de transition et se dote d'un nouveau directeur général. C'est M. Dave Filion qui occupe désormais le rôle, lui qui l'occupait déjà par intérim depuis le départ de Mme Annie Simard en septembre dernier. Aujourd'hui, il s'assoit avec nous pour discuter de l'état de la Chambre de commerce et ce qu'il compte faire pour redresser la situation. La Chambre de commerce, on a été dans une transition. Dans la dernière année, il n'y a pas eu le gala Charlevoix reconnaît. La Chouenne aussi qui s'est éteinte, là, qui, je pense, est officiellement plus en circulation. On en est où maintenant à la Chambre de commerce? Effectivement, transition, on a dû revoir certaines activités. La pause du gala était nécessaire. Ça nous a permis de revoir la formule. Donc là, cette année, évidemment, dès que la transition s'est faite, moi, Annie a quitté tout ça, comme j'ai dit, j'ai mis les deux mains sur le volant, puis je suis parti par en avant. Donc, c'était important pour moi d'abord de rendre les activités qui étaient déjà cédulées, comme le tournoi de golf annuel. Ensuite, j'ai mis sur pied le Salon des vins. Charlevoix, pour une première édition. C'était un événement réussi, je pense qu'on peut le dire. Ah, absolument. Ça a été une réussite. Là, près de 300, même un peu plus de 300 participants, 28 kiosques exposants. J'ai fait une place de choix pour nos producteurs locaux, mettre en valeur nos entreprises, nos commerçants. Donc, ça l'a amené aussi des gens de l'extérieur. Ça l'a fait connaître la région. J'avais un partenaire, donc plutôt un porte-parole, Philippe Lapéry, qui est un ami qui a vendu l'expérience aussi. Donc, ça a été une belle réussite. Évidemment, moi, mon enjeu que j'ai actuellement, c'est les finances. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, on a annoncé l'année passée un déficit quand même à la Chambre de commerce. Donc, c'est important pour moi de ramener rapidement un équilibre budgétaire. Donc, c'est par ces événements-là, forts de la Chambre de commerce qu'on peut y arriver. Bien, justement, comme la dernière fois qu'on a reçu quelqu'un de la Chambre de commerce, Mme Simard, en entrevue, c'était au début de l'année dernière. Puis c'était justement une des priorités de la Chambre de commerce dans sa planification stratégique d'augmenter les revenus autonomes. Là, vous avez mentionné certaines activités. Est-ce que ça fait partie de cette stratégie-là, les activités pour augmenter les revenus autonomes de la Chambre? Oui, exactement. Tu sais, les revenus d'une Chambre de commerce, c'est assez simple. C'est le membership, donc les adhésions. Et puis ensuite, c'est les activités par lesquelles je vais chercher des partenariats annuels. Puis en échange, on leur donne une visibilité dans nos événements. Donc, c'est aussi simple que ça. De temps en temps, on peut avoir des apports comme des programmes de subvention. Là. Donc, nous, on devient les gestionnaires. On a des droits de gestion plutôt là, qui sont reliés à ça, qui amènent aussi un apport. Mais en général, c'est vraiment de par nos événements puis nos adhésions. Puis là, est-ce qu'on peut dire que l'avenir financier de la Chambre est plus stable? Oui, absolument. Là c'est stabilisé. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi là, j'ai resté seul cette année, malgré le tumulte. C'est se retrouver seul dans une organisation comme ça, avec justement des activités à rendre, aller chercher du financement, des partenariats, la gestion de programmes de subvention, plus tous les autres petits partenariats. On est sur plusieurs tables. Table en immigration, entre autres. On est aussi sur Emploi Charlevoix là, pour les fameux événements, les salons d'emploi, entre autres. Et puis, donc, on essaie d'être impliqué le plus possible à travers ça. Donc, c'est sûr que ça demande un peu de jus, mais
à peine arrivé dans la quarantaine, j'ai l'énergie nécessaire. Puis le membership, ça ressemble à quoi actuellement, la Chambre de commerce? Je dois avouer que depuis les 2 dernières années, par le fait de la transition, effectivement, on a eu une diminution. Là, je suis en train tranquillement de ramener le tout à la normale. Donc, je dirais qu'on est à peu près à 340 à l'heure où on se parle. On a déjà été à 360, mais on a déjà été aussi à 280 il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis en train de travailler fort pour justement aller chercher de nouveaux partenariats. Puis là, je sens là, présentement là, de la part des membres. J'ai eu évidemment, là, quand la nomination a apparu dans les médias, j'ai eu beaucoup de courriels et de reconnaissance et puis de félicitations. Donc, je pense que ça démontre que les gens là, sont contents. Puis, on se tourne vers l'avenir, puis on ramène la Chambre là, à ce qu'elle était avant la transition. Là. Cette année, on va avoir une édition du gala Charlevoix reconnaît. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, absolument. Le gala tant attendu, hein, le 26 mars 2026, donc au Fairmont Le Manoir-Richelieu, 26 mars prochain. Un événement fort pour la Chambre de commerce. D'ailleurs, Mme Côté l'avait amené à un niveau très élevé. Nous, en fait, je devais revoir l'événement parce que on est en transition, une nouvelle direction générale. Je me suis dit, c'est le moment peut-être de changer la formule, essayer autre chose. Je me suis basé aussi sur, évidemment, on a sondé nos membres, je me suis basé sur les commentaires qu'on avait. Plusieurs me parlaient du prix, hein, le prix des billets, évidemment, qui était en lien avec la grosseur que l'événement avait, l'ampleur que l'événement était en dernier. Mais c'est certain que pour les membres, dans des contextes économiques difficiles depuis quelques années, là, je me devais d'écouter ce que mes membres avaient à dire puis de ramener un prix plus abordable pour leur permettre, de participer, de pouvoir amener probablement des gens de la famille et des employés clés de l'entreprise. C'est très important. On parle de combien actuellement pour l'édition de cette année? Oui, la vente de billets est en ligne depuis cette semaine. Donc là, on est à 200 $ le billet. Donc, auparavant, là, on pouvait penser qu'on était dans les 325. Ça pouvait même aller jusqu'à 380. Là, bon, évidemment, pour les non-membres, en période on va dire, pré-vente. Donc, on était ailleurs. Là, on ramène, mais les gens vont en avoir tout de même pour leur argent. La formule est intéressante. Là, j'ai ramené un équilibre entre le réseautage, parce que ça aussi, c'était une demande. Ramener l'équilibre entre le réseautage et la reconnaissance. Sur un autre ordre d'idée, une autre des fonctions d'une chambre de commerce, c'est quand même de prendre position puis d'interpeller les différents acteurs quant au commerce, justement, puis aux entreprises, à l'entrepreneuriat. On vit au Québec actuellement, puis plus précisément dans Charlevoix dernièrement, là, des situations compliquées. Un des premiers aspects, c'est la réforme là, du programme pour les travailleurs étrangers. Vous avez pris position là-dessus en janvier. Est-ce que c'est une menace pour l'économie charlevoisienne, cette réforme-là? Oui, absolument, absolument. Il faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Là. Nous, en fait, on se colle aussi à la Fédération des chambres de commerce sur cet aspect-là. Les travailleurs étrangers sont nécessaires pour notre région. On est une région à dominance dans le tourisme et agroalimentaire, agriculture aussi. Donc, c'est certain que c'est les deux secteurs d'activité qui sont les plus touchés par cette réforme-là. Donc, nous, c'est clair que c'est un enjeu important pour moi, puis j'ai pas l'intention de laisser aller le morceau. On a plusieurs membres aussi qui sont très impliqués actuellement, là, donc, au niveau même national. Là. Donc, on travaille fort pour faire valoir nos points, puis faire en sorte qu'il y ait des moratoires, puis qu'on revienne à une normalité, parce que ces travailleurs-là sont essentiels pour la région. Mm-hmm. Dans des cas comme celui-ci, ou comme plus proche de nous actuellement, le conflit de travail au massif, qu'est-ce que peut faire la Chambre de commerce? À court terme, c'est certain que c'est une situation... Moi, le mot qu'il faut retenir, c'est la bienveillance. Donc, nous... mon téléphone est toujours ouvert, la porte est ouverte ici à la Chambre de commerce. Si j'ai des membres qui vivent une situation difficile, je suis là pour les aider puis les rediriger aux bonnes ressources. Donc, on peut penser, exemple, si un membre, un commerçant est touché là, directement parce que, son modèle d'affaires était directement en lien avec le ski et le massif, c'est certain qu'une situation comme ça qui est problématique, on peut penser que ça va être les finances qui vont être touchées en premier. Donc, nous, on invite les gens d'abord à leur institution financière, à contacter leur institution financière, voir s'il peut y avoir des arrangements. Hein, des reports de paiement. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut essayer de mettre en contact, de rediriger. C'est sûr que sur du court terme, on n'a pas de programme spécifique.
Là, on est quand même sur un conflit où on doit faire attention. Tu sais, on a quand même ça touche une réalité, ça touche aussi deux parties sur une convention collective. Donc nous, c'est sûr qu'on s'immisce pas là-dedans. C'est pas notre devoir, puis c'est pas notre mention. Plus dans l'aide plus secondaire là, aux entreprises de la région qui en vivent les répercussions. Oui, absolument. Puis je pense que ce qu'il faut aussi mentionner, Charlevoix n'est pas une seule montagne de ski non plus. D'abord, on a le Mont-Grand-Fond, on en a une deuxième, une très belle montagne. Ensuite, on a toutes les autres offres, on a nos 2 parcs nationaux. On va avoir le chien de traîneau, on a la raquette, le ski de fond qui est accessible à peu près partout, les randonnées. Donc, on a même des sentiers équestres, les montagnards d'ailleurs de Charlevoix, que je pense. On a plein d'offres là, pour la clientèle. Donc, un mot pour les commerçants, je pense, rapidement, puis les entreprises, c'est de mettre en valeur rapidement qu'eux mettent en valeur leurs produits. Hein? Puis, sur les réseaux sociaux, le plus possible, peuvent nous appeler aussi, la Chambre de commerce. On est en mesure de promouvoir leur offre le plus possible. Puis, au niveau, si j'avais un message pour la clientèle, c'est avant de canceller une réservation, vérifier les offres disponibles. Puis c'est important parce qu'effectivement, peut-être que c'est l'occasion de vivre Charlevoix autrement, puis de vivre l'hiver autrement. C'est ça qu'il faut garder en tête. Monsieur Fillon, en terminant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Chambre de commerce là, dans l'année à venir? Plusieurs événements. J'ai déjà remis sur pied à l'automne dernier les pros à l'apéro. D'ailleurs, on en a un très prochainement, là, le 5 février, au Saint-Y, à Saint-Irénée, avec Mme Ginette Gauthier. Donc, un super événement. Ginette qui est très impliquée dans la région. Donc, c'est important de valoriser on va dire, ces grosses pointures-là de notre région. Ensuite, évidemment, le Gala 2026. On va avoir un tournoi de golf qui revient du côté de Baie-Saint-Paul plus vers la fin août. On a le Salon des vins Charlevoix, 2e édition, qui va revenir également. J'ai encore des petites dates à peaufiner, tout ça. Là, la date n'est pas fixée, mais ça va être un événement d'envergure qui va revenir du côté de Baie-Saint-Paul également pour l'année prochaine. Puis sinon, on reste au courant des différents partenariats, comme je vous dis, avec des membres ou des formations. Ça peut être des formules 5 à 7. Là, ça va faire partie dans le courant de l'année de mon mandat. Bien, merci beaucoup, M. Fillon. Bien, merci à vous. Le Sentier des Caps, qui offre 100 km de sentiers de randonnée et 35 km de sentiers de ski de fond entre Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Joachim, vient d'inaugurer officiellement ses nouvelles installations. Ces investissements étaient devenus essentiels pour répondre aux besoins d'une clientèle en constante progression. Ce qui nous a fait connaître le plus, ça a été la COVID. On a eu comme un mouvement là, de gens qui voulaient faire du plein air. Puis ils ont découvert le Sentier des Caps. Puis en plus de ça, on a eu une autre affaire qui nous a aidé beaucoup. Pierre Lavoie, le défi Pierre Lavoie, ça vous dit quelque chose, oui? Il nous a fourni des skis et des bottes pour les jeunes. Fait que les jeunes de 0 à 14 ans, ça leur coûte 0 cent pour venir faire du ski ici. Les parents payent, mais les enfants, ça ne leur coûte rien. Ça fait que, ce que ça a fait, c'est que ça a amené les parents avec les jeunes de venir faire du ski de fond. Puis Pierre Lavoie, il est bien fier de nous autres parce qu'il paraît qu'on est une organisation exemplaire pour que les jeunes fassent de l'activité physique. Pour Jacques-Alain Bourbeau, qui était le directeur général du Sentier des Caps jusqu'en décembre dernier, ces investissements permettront de bien répondre aux besoins croissants des amateurs de plein air. Le monde du plein air a beaucoup changé depuis la période de la COVID. Le Sentier des Caps a fait énormément de travail pour s'attirer de nouvelles clientèles et le résultat est là. On est passé de 15 000 visiteurs par année à 30 000 visiteurs par année en l'espace de 3 ans, ce qui est énorme. On n'avait plus l'espace pour les accueillir, on n'avait plus les installations pour le personnel, pour travailler intelligemment, et on n'avait plus d'espace pour le stationnement. En fait, il fallait absolument se doter de nouvelles installations pour répondre à notre nouveau marché. Plusieurs aménagements ont été réalisés au site d'accueil situé sur le chemin d'accès au sommet du massif.
Les sommes dépensées, le projet total, le montage financier est de 840 000 $. Le Sentier des Caps contribue dans ce 840 000 $-là pour 350 000 $. Alors, 42 de la somme. Les argents ont été utilisés pour, bon, évidemment, les études pour l'architecture, pour faire le bâtiment ici, mais pour réaliser le bâtiment, se doter d'un nouveau garage chauffé et adapté à nos besoins, et de doubler la superficie de notre stationnement. C'est à ça que les dollars ont servi. Puis il faut comprendre que le 840 000 $ à l'époque, c'était un budget qui avait été établi en 2022. Et là, le montage financier s'est finalisé en 2024. Donc, il a fallu énormément d'exercices et de tours de magie pour rester à l'intérieur des budgets. Comment expliquer l'engouement des amateurs de plein air pour le Sentier des Caps? La beauté des paysages, essentiellement la beauté des paysages et depuis plusieurs années, la qualité du traçage en termes de ski de fond. Maintenant, le Sentier des Caps, ce n'est pas uniquement le ski de fond. Notre business principal, c'est la longue randonnée. On a quand même au-dessus de 100 km de longue randonnée entre Petite-Rivière, Saint-François et Saint-Joachim. On a une dizaine de refuges tout au long de ce parcours-là. Et je te dirais que le gros de notre business, c'est la longue randonnée. Qui a dit que les femmes ne pouvaient faire de motoneige? L'événement Reine des Sentiers, qui s'est déroulé du 9 au 11 janvier dernier, visait justement à faire tomber les barrières genrées associées à cette activité hivernale. On avait déjà fait un événement, par exemple, avec le motocross pour faire réessayer ce sport-là aux femmes. Et quand Gaétan m'a approché pour faire Reine des Sentiers, bien, c'était un fit parfait parce que c'est ce qu'on fait, nous, sur une base régulière avec Chicks and Machines. Donc, le fit était là. C'est ça. Et puis, un peu pour compléter, le centre d'expérience BRP, nous, on est un centre d'expérience BRP. Uncharted Society voulait vraiment que, justement, le skidoo devienne un sport démocratisé pour la femme et tout ça. Donc, le fait d'avoir travaillé avec Chicks and Machines plusieurs fois, à plusieurs reprises et tout ça, a donné vraiment le goût de faire vraiment un beau projet autour de ça. L'événement offrait une fin de semaine alliant ateliers de motoneige et découverte de la région, le tout dans un but d'enseignement et de découverte du sport motorisé. On a laissé le choix aux filles de choisir, aussi bien elles pouvaient apporter leur propre motoneige, aussi bien on fournissait l'intégralité, mais vraiment ce qu'on a voulu apporter sur cet événement-là, c'est notre expertise, c'est nos tips, c'est qu'on donne notre service pour la technique de la motoneige, pour la conduite de la motoneige et tout ça. Et comme je te disais, c'est pour ça que dimanche, on va faire des exercices. Comme samedi soir, on va faire de l'atelier mécanique. Le but, c'est vraiment que, entre guillemets, entre une femme et un homme, il n'y a plus aucune différence, que ce soit égalité en termes de sport motorisé. Toutes réunies au manoir Richelieu, des femmes de partout au Québec, expérimentées ou non, ont pu profiter de ce séjour de motoneige au féminin. Ça fait 10 à 12 ans que je fais de la motoneige. Moi, ma spécialité, c'est le hors-piste. Fait que je suis venue ici en fin de semaine en tant que collaboratrice avec Chicks and Machines dans le but de vivre une expérience, de découvrir la région, puis sortir des sentiers battus en faisant de la motoneige en sentier. J'ai fait du skidoo quelques fois seulement. Des vieux pas de moutarde qu'ils appellent. Donc, c'est ça, je suis pas habituée. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. C'est, bon, concours de circonstances qui fait que j'en ai pas. Mais ça fait des années que je les regarde. Il se passe quelque chose, j'aurais envie d'essayer un peu plus. Et là, j'ai la chance d'être ici. C'est trippant, en fait, parce que, justement, tu vois, j'ai vu des femmes chauffer un skidoo aussi bien qu'un homme pouvait le faire. Donc, c'est beau de voir que ça perd de sa rareté, en fait, que ce soit
typiquement masculin. Il y a de plus en plus de femmes qui en font, dont Josiane, qui est aussi une Chicks and Machines, qui, elle, fait du off-road depuis... Elle est jeune, puis ça fait longtemps qu'elle en fait. Elle est excellente dans son domaine. Fait que je trouve ça beau de voir que, justement, il y a de la place en masse pour ça. J'ai fait de la motoneige à 18 ans jusqu'à 20 ans. Après ça, j'ai complètement arrêté les sports motorisés et je suis retournée par hasard il y a 10 ans à cause d'un emploi. Et à partir de ce moment-là, je me suis comme un peu lancée par moi-même. J'avais déjà eu comme un avant-goût. Puis c'est l'effet de liberté, les défis. Tout ça, c'est tellement nourrissant. Puis ce que je peux dire à toutes les femmes qui hésitent à essayer aujourd'hui, c'est essaye-le, puis tu vas voir qu'est-ce que ça t'apporte autant en motoneige, en moto, en VTT. Le sentiment d'indépendance et de liberté, il faut juste l'essayer, il faut juste se lancer puis oser. Après le succès de cette édition, les organisateurs espèrent pouvoir répéter l'expérience l'an prochain et peut-être même étendre le modèle d'expédition féminine à d'autres sports motorisés.